On est dans les années 68-69. Mon école prend de plus en plus d'ampleur. Elle aurait besoin de nouveaux bâtiments pour accueillir sa nouvelle population, qui meuble une foule de nouvelles sections à la pointe des idées modernes. Mais il faudra attendre 15 années pour que les nouveaux bâtiments voient le jour. En attendant, on se débrouille en allant donner cours dans des locaux vides d'autres écoles, aux quatre coins de la ville. Mais cela provoque des transports en bus incessants. Il y a un transport à 10h, il y a un transport à midi, il y a un transport à 13h30 et parfois à 15h. Et notre directrice, cette femme de tête, elle avait décidé que si la ville n'investissait pas en bâtiments, elle investirait en transport, car elle n'avait pas l'intention de renoncer à son projet, qui était de faire de son école la plus grande école de Wallonie. En ce qui me concerne, n'en pouvant plus de me déplacer avec mes élèves et un sommaire matériel de dessin d'un endroit à l'autre, jusqu'à 3 fois par jour, j'ai eu vent que la ville possédait une petite maison très délabrée, dans un vieux quartier à l'arrière d'un charbonnage. Et aucun de mes collègues ne voulait aller donner cours dans ce taudis. Alors j'ai visité le bâtiment avec la chef des travaux et j'ai annoncé « Je prends tout le sous-sol ». On y accédait par un vieil escalier en bois et on arrivait dans 3 pièces lumineuses qui communiquaient avec une cour intérieure d'au moins 5 arts. Un vrai paradis. J'y ai passé toutes mes vacances à repeindre en blanc. Et j'y ai fabriqué une étagère de 4 mètres de long pour installer tout le matériel nécessaire à l'art pictural. J'allais enfin pouvoir faire du travail comme je le désirais. Parce que le matériel pictural, il passe par le bout de bois, le morceau de charbon, la planche à clous, le compas, l'aérographe, le compresseur, le poste à souder, la scie sauteuse, la pâte à modeler, l'algimate aussi. Vous savez ce que les dentistes utilisent pour faire des empreintes. Et ça pour permettre de faire de délicates petites empreintes de doigts. Bref, cette grande armoire, c'était mon marché aux puces. Et à gauche, en arrivant, j'y ai installé ma pièce de confort. C'est-à-dire que là, j'y amène mon ancien frigo, une table de cuisson électrique et j'y fais entrer un canapé en passant par le jardin et en démontant la fenêtre, s'il vous plaît. C'est comme un petit chez-soi. Moi, j'ai toujours besoin de nidifier partout où je passe. Cela me sécurise. Je me sens dans mes meubles. Il m'est d'ailleurs arrivé plus d'une fois d'y passer la nuit. Parce que je voulais finir un tableau commencé et j'avais tout sur place. Et pour faire ma toilette le lendemain matin, ça ne me posait aucun problème, tout était là. Pourquoi se laisser bouffer par des conventions idiotes, alors que la vie peut être si simple? Suffit d'oser. J'y ai passé 10 ans dans cet endroit idyllique, que j'ai dû par la suite défendre bec et ongles à la convoitise de mes collègues, me penser, j'étais seul maître à bord, j'avais toutes les fonctions. Et il n'était pas question de faire entrer un inspecteur de l'enseignement dans un endroit aussi peu représentatif de notre prestigieuse école. J'avais une paix royale. On m'avait de plus installé le téléphone pour pouvoir communiquer des absences du jour. Et il y en avait très peu parce que chaque élève aimait avoir cours dans cet endroit hors norme. En fin d'année, on y faisait un monstrueux spaghetti, rien que pour mes élèves et moi. Chacun amenait une petite boîte de sauce bolognaise maison. Alors on réchauffait le tout ensemble et je cuisais les spaghettis dans une grande marmite de ma grand-mère. Voilà. On pouvait mettre la musique à fond, et on pouvait danser sur les tables. On était au bout du monde. C'était à pleurer de bonheur. L'été, on travaillait au soleil dans la cour. Et là, on avait la place pour faire de grandes sculptures en plâtre. On s'en foutait pas mal de saloper le sol cimenté. Et l'hiver, on bénéficiait d'un chauffage central à l'ancienne, qui n'était pas avare de ses calories. Dans la pièce du fond, les garçons avaient amassé des pièces de voiture, des pièces en chrome ou en tôle froissée, qu'on a assemblées par soudures successives, etc. Tout ça pour en faire des objets de curiosité, qu'on a exposés d'ailleurs. Et une fois, on a même construit en papier mâché une dizaine de grosses têtes pour chacun de nous.
genre île de Pâques, genre masque africain, et à l'intérieur desquels on tenait debout. C'était vraiment très grand. Ouais, ouais. Alors figurez-vous qu'un jour, eh bien, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire qui m'annonce que tous les élèves doivent se rendre à l'hôtel de ville et que le rang va démarrer de la Garenne à 14h30. Oui, 14h30. Alors j'ai estimé que le moment était venu de montrer nos œuvres. Nous allions nous rendre à l'hôtel de ville avec tous les autres, mais nantis de nos grosses têtes. Oh, je vous dis pas le bonheur, le fou rire, qu'est-ce qu'on s'est marré. Cela a créé la panique dans la rue du Fort quand les autres nous ont vus arriver. Et la directrice s'est précipitée sur nous d'un air très menaçant et j'ai dû crier très très fort pour qu'elle reconnaisse ma voix au travers du carton-pâte. J'ai dû lui dire que malheureusement nous ne pourrions pas nous séparer de ces gros volumes en les abandonnant comme ça dans la rue, car cela faisait partie des travaux de l'année et que je risquais d'avoir des ennuis avec la commission d'homologation. Du coup, on a fait toute la délégation en grosse tête et on a même écouté le discours du conseiller communal en étant comme des gardiens du temple juste à côté de l'immense porte de la salle des congrès. On crevait de chaud à l'intérieur, mais plutôt mourir que de les enlever. Au changement de cours, j'attendais les nouveaux arrivants sur le pas de la porte. Ils m'étaient livrés en bus et je ne devais même plus me déplacer. Tous les élèves d'art décoratif en parlaient entre eux. Et ma vieille maison de la rue Pigeot-Crolly a fait beaucoup de jaloux. Alors dans les années qui ont suivi, des collègues de dessin sont venus occuper les 2 pièces du rez-de-chaussée et puis les 2 pièces du premier étage. Et on a commencé à former un groupe. Et un groupe sympa. Alors le midi, je les invitais dans ma cuisine-salon et ce fut le début d'une grande communauté artistique. Merci la vie. On a beaucoup ri, on a raconté beaucoup d'histoires et on a décidé de se démarquer des profs des autres sections. On a décidé de former un groupe. Mais oui, pourquoi pas. La plupart d'entre nous avaient bien sûr un hobby artistique. Certaines c'était la peinture, d'autres le dessin, d'autres la sculpture. Alors on s'est trouvé un nom. Heptagone. Ben oui, nous étions 7. Et on a demandé à la ville de nous sponsoriser. La ville nous a offert les locaux de la bibliothèque de l'école Cobo pour y monter une exposition et la presse était conviée. Et ce fut un beau coup de pub pour notre école avec aussi de très belles retombées pour nous, c'est évident. Car la ville a acheté une œuvre à chacune d'entre nous. Ce fut un beau départ, une belle énergie collective. Une belle entente entre 7 femmes différentes. En ce qui me concerne, ce fut le début d'une longue série de 12 expositions, étalée sur 13 ou 14 années, je ne sais plus très bien. Je peignais à l'huile déjà depuis l'âge de 12 ans, car ma mère m'avait inscrite au cours de peinture le jeudi après-midi chez les filles de la sagesse. Là, j'ai appris à recopier ce qu'on appelait alors des chromos, qui sont des sortes de reproductions à sujets très conventionnels, tels que des marines ou des natures mortes. Ouais. Et ma mère a fait encadrer tous mes tableaux, avec le plus grand soin. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Pourquoi elle me manifestait comme ça tant d'intérêt? Elle devait sûrement avoir beaucoup de choses à se reprocher. Le développement artistique fait peut-être la chose la plus aboutie dans toutes mes tentatives de prouver au monde mon existence. J'ai fait partie du grand mouvement de l'esthétique positive, inventé par Émile Thémault et Mireille Hendrick. Ils y ont consacré 30 années de leur vie. Pour faire simple, je pourrais dire qu'ils ont mis des mots sur des concepts. Pour expliquer, je pourrais faire, disons, une analogie avec le patinage artistique. Lorsqu'un néophyte regarde un couple de patineurs, eh bien, il les voit évoluer, se déplacer, avoir des soubresauts, des moments lents, des moments plus rapides, plus saccadés. Mais ce vocabulaire tellement subjectif et tellement réduit ne permet pas de définir avec précision la qualité des évolutions d'un couple par rapport à un autre couple. Pour qu'une chose existe, il faut qu'elle soit nommée. On parlera alors d'axel, de double axel, de pirouette, de pointe de pivot, de levée en étoile, etc.
Eh bien, en art plastique, ce fut la même chose. Quand les historiens d'art analysaient un tableau, beaucoup de temps était consacré à l'historique ou à la vie de l'artiste. Et ensuite, l'analyse du tableau était plus psychologique que plastique. Alors qu'avec l'esthétique positive, on parlera de composition soumise à un ou deux centres d'attraction visuelle, le tout organisé selon une forme de base qui peut être circulaire, carrée ou oblique ou en croix, ou en réseau ou sous forme de bandes juxtaposées, ou en échelonnement selon un axe, etc. On parlera d'équilibre de distribution par rapport à un pivot intérieur ou d'équilibre de répartition par rapport à un format extérieur. Vous voyez, c'est tout un vocabulaire. Mais quand on utilise tous les mêmes mots, on se comprend mieux. Le fait d'utiliser ce vocabulaire avec les élèves permettait d'être plus constructif dans l'apprentissage. Et également d'utiliser ce vocabulaire dans la critique constructive d'une œuvre. Cela a fait exploser les travaux, la qualité des travaux scolaires. Alors, durant 12 ans, le groupe d'esthétique positive était convoqué à des colloques, à des formations extramuros. On a beaucoup voyagé. Pendant 3 années, notamment, moi je suis allée enseigner l'esthétique positive à Vitry-le-François, 5 fois par an, au prof de dessin français de l'académie qui relevait de la Champagne-Ardenne. Je me tapais 600 km de route secondaire avec la 2 chevaux, mais chargée jusqu'à la capote, avec les réalisations de mes élèves. C'était un booster énorme qui m'incitait à me surpasser sans arrêt. Vous imaginez la petite Belge qui avait envie d'en mettre plein la vue à tous ceux qui se cachent derrière une arrogance inappropriée. Effectivement, j'arrivais le vendredi soir vers 22 h quand tout allait bien, et j'étais reçue chez l'inspectrice pour la nuit. Et le lendemain, elle m'accompagnait à 20 km de ça, où une trentaine de participants attendaient. Et là, durant 8 heures, je décortiquais les visions multiples de l'esthétique positive, j'enseignais tous ces concepts rendus concrets, et chaque explication était accompagnée d'une ou de plusieurs réalisations de mes élèves. J'avais un malin plaisir à étaler sur toutes les tables les réalisations de mes 25 élèves. Ils étaient scotchés, car chaque travail faisait l'objet d'une certaine admiration de leur part. On entendait les mouches voler. Eh bien, ce qui n'est pas courant dans une assemblée de Français. Alors, le samedi soir, je remontais vers la Belgique, mission accomplie. J'étais comblée de gratitude, de reconnaissance. Et j'avais de nouveaux défis qui commençaient à germer dans ma tête. Mais au bout de 3 ans, j'ai passé la main. J'avais fait mes preuves. Mais avant cela, lors d'une de mes dernières interventions, j'ai exposé mes tableaux personnels à Vitry-le-François dans une des dépendances de l'immense demeure de l'inspectrice Madame Carillon. Il est important, quand on est prof, de montrer qu'on sait de quoi on parle. Si on demande aux autres une certaine compétence, il est impératif de pouvoir l'assumer soi-même pour être crédible et respecté. Ben oui. C'était mon époque aérographe. Je me rappelle avoir franchi les portes du musée d'art moderne à Bruxelles sans exaltation particulière, un peu pour ne pas mourir idiote. Et je suis tombée en pâmoison devant les œuvres de Wunderlich, réalisées à l'aérographe. Une nouvelle forme d'expression s'ouvrait devant moi. Inutile de vous dire que 3 jours plus tard, je possédais l'outil et je commençais mes premiers essais. Ça ne vient pas tout seul, il faut s'accrocher. Mais quand la maîtrise commence à s'installer, de nouvelles formes apparaissent, pleines de douceur, de finesse, de subtilité. C'est comme un nouveau vocabulaire artistique qui s'offre à vous pour exprimer des émotions fugaces, mais plus intimes. Waouh! C'est ça l'aérographe. Alors, étant féministe avant la lettre, j'ai depuis toujours décidé que je ne peindrais que des femmes. Alors pour l'expo de Vitry-le-François, j'ai réalisé une vingtaine de dessins de femmes et j'ai poussé l'arrogance jusqu'à les nommer par des mots commençant par con, tels que convoitise, compromission, concupiscence, convention, compétitivité, etc. C'est tout moi ça. Un autre grand coup de cœur fut mon extase devant les tableaux hyper réalistes de la FIAC au Grand Palais à Paris. Cela m'a donné l'idée de jouer avec des images publicitaires déchirées et recomposées.
mais traité en hyperréalisme, de grand format. Cela n'avait encore jamais été fait. J'innovais ce genre de composition. Oh, j'étais très fière. Et puis, suite à ma rencontre avec Victor Lefebvre et Gilbert Dumont, qui peignaient des miniatures surréalistes avec des perspectives déformées, j'ai appris à fabriquer les bases de ces petites miniatures qui se faisaient sur du bois enduit de kaolin mélangé avec de la colle de lapin, comme au XVIe siècle. Cela donnait un support d'une grande perfection et permettant d'utiliser des pinceaux à 2 poils. Alors moi, j'ai fait de l'hyper-réalisme miniaturisé. Mais ces tableaux-là, je ne les ai jamais exposés, parce que j'avais fait le tour de toutes mes envies. Et continuer à peindre, ce serait me recopier. Et je trouvais que c'était sans intérêt. Alors je me suis tournée vers d'autres défis. Merci la vie.